Perrault, 2 février 1936, dans un tombeau. Un étrange filet de lumière pénétrait par l'ouverture une sorte de tunnel qu'avait creusé la forte corpulence du professeur Key. Il avait chuté lamentablement du bord d'une corniche, glissant allègrement sur une pente à 45 degrés, pour finalement s'écraser quelques mètres plus bas dans un tombeau dont il avait percé le plafond. À quelques longueurs près, il aurait pu s'envoler dans un vide de 300 mètres, avec pour seul point de chute, la forêt en contrebas. En vérité, tout était bien simple dans cet endroit, tout n'était que forêt, sur la cordillère des Andes. Professeur, vous allez bien ? Oui, une légère entaille au front et un caleçon à changer. Mais tout va bien sinon. Monsieur Buxley, ne me dites pas que vous avez le vertige tout de même. J'arrive, et admettons que j'ai le vertige avec seulement 400 mètres de hauteur, c'est juste par tolérance. Pour moi, toutes les hauteurs sont égales, il n'y a aucune différence. Les hauteurs naissent libres et égales entre elles. C'est tout à votre honneur, Buxley. Et au vôtre, Laura, j'apprécie tout autant votre bon mètre 70. Je glissais maladroitement le long de la corde que nous avions attachée à un arbre une dizaine de mètres plus haut, sur la corniche. J'ai enfin posé le pied dans le tombeau, une petite salle de pierre dont on pouvait deviner une porte murée sur la gauche. Je dirais qu'il date du 8e siècle, avant Jésus-Christ. C'était pas une super grande figure locale, hein. Ce tombeau est aussi grand que ma chambre à la St. James High School. Le mur du fond était renfoncé, laissant apparaître un petit autel sur lequel reposait une vieille statue de pierre. Une statue inca. Et derrière l'autel, une petite alcôve renfermait un tombeau de pierre orné de gravures incas représentant des guerriers, des sacrifices humains, des mains tenant des cœurs encore battants. Du moins devinait-on leurs mouvements par d'habiles traits gravés au-dessus des représentations de l'organe. J'ai comme un haut le cœur. Vous n'avez jamais eu de cœur, Laura, on vous en a privé. Comme c'est facile. Ah non, il faut bien faire l'incision de haut en bas, hein. Jamais de bas en haut, sinon ça marche pas. Ce doit être le tombeau d'un prêtre, un haut dignitaire religieux. Les gravures sûrement du 8e siècle avant Jésus-Christ comme vous le pensez, Laura. Bravo! Les gravures représentent une série de sacrifices. Vous croyez que ça a un rapport avec les yeux de l'ange bleu, professeur ? Oui, j'en suis certain. Ah ouais, toujours cette histoire d'intervention divine qui nous met directement les indices dans les pattes. Comment expliqueriez-vous que je sois tombé dans ce tombeau, monsieur Buxley ? Un lacet d'effet peut-être ? Le professeur s'est approché de la statue examinant l'autel sur laquelle elle reposait. Oh mon Dieu ! Oh non ! Professeur ? Vous avez trouvé quelque chose, n'est-ce pas ? Ça se voit tant que ça à mon air ravi sur mon doux visage de cinquantenaire ? Hé hé. Non, ça se sent, professeur. Diable, que ce colon émotif peut être gênant. Regardez là, la gravure juste sur l'autel. Le filet de soleil qui pénétrait par le plafond tombait juste sur l'autel comme un projecteur dirigé par Dieu lui-même, juste là pour nous montrer ce qu'il fallait que nous voyions. Une gigantesque double porte devant laquelle se tenaient 3 silhouettes. Ces 3 silhouettes, regardez celle du milieu, elle tient 2 pierres. Les répliques ? Le professeur sourit, tâtant sa sacoche. À l'intérieur, les répliques des yeux de l'ange bleu découverts dans les steppes mongoles. Les répliques, sans aucun doute. Et sur chacune des 2 portes, un emplacement, un renfoncement circulaire. Les répliques sont une clé, non ? C'est à cette conclusion que nous avions pu arriver dernièrement. Nous en avons la preuve aujourd'hui, les enfants. J'en suis tout en joie. Mon attention était attirée vers la série de sculptures qui entouraient les portes au centre de l'autel. La même gravure, la même image, celle d'un homme brandissant une lance ou un bâton devant ce qui semblait être une langue de feu, ou un serpent de feu. Des sueurs froides parcoururent mon dos. Ça va, Buxley ? Ah, vous êtes tout pâle. C'est que je prends très peu l'air frais dans ce métier. Il y a quelque chose sous la statue, je crois. Professeur, ça me semble pas une très bonne idée. Vous avez peur de quoi ? Qu'il y ait des pièges ? Voyons, Laura, soyez mature, on n'est pas dans un roman d'aventure. Non, c'est vrai, si nous étions dans un roman d'aventure, je serais accompagnée d'un bel aventurier, aimable et séduisant, et qui sentirait bon, même en transpirant. Voyons voir ça. Professeur, non ! Le professeur a ôté la statuette de l'autel. Mon Dieu, une carte, une très vieille carte. Tenez la statuette, monsieur Buxley. Mais c'est de l'or pur. Vous voyez, Laura, aucun risque, aucun mécanisme, aucun piège. Le professeur a pris la carte sans même la regarder. Remontons, nous jetterons un coup d'œil à cette carte à l'air libre. Peut-être même reviendrons-nous ici. Pour l'instant, réfléchissons à tête reposée. Alors, déçu que pour une fois nous nous sortions d'un tombeau sans rencontrer de problème ? Faites le malin, je suis prudente, c'est tout. Allez, je passe devant. Je suis le plus âgé après tout. Le plus galant, certainement. Je surmontais le dernier, tenant bien la corde pour leur donner le plus d'appui possible. Puis, je me suis hissé à mon tour hors du tombeau, montant vers la lumière du soleil. Enfin, le visage tout recouvert de terre et de poussière.
Ah, l'air libre enfin et... Monsieur Buxley, évitez de parler trop fort. Alors, Bugs, vous pensez toujours que j'ai tort de m'inquiéter à chaque fois qu'on fait une nouvelle découverte? Le professeur et Laura restaient accroupis sur le sol. Et moi, les jambes ballottant dans le vide, les mains toujours serrant la corde, j'appréciais le tête-à-tête avec une lance. Au bout de cette lance, un indigène. Et avec lui, tout plein de copains à moitié nus, armés également et qui nous toisaient d'un œil torve. J'aurais pu apprécier leur peinture rouge ornant leur peau brune, si ce n'était leur collier. Si on m'avait dit qu'ici, dans la cordillère des Andes, on aurait eu à faire face à des réducteurs de tête. Je crois que jamais je n'ai eu autant envie de gueuler au monde qu'en Okaka, je n'avais la grosse tête. Je me suis presque fait pipi dessus. Mais j'ai su me retenir.